Fréquence protestante. Philippe Bilger. Philippe Bilger les soumet à la question. Dominique Besnéard, auriez-vous la gentillesse de vous présenter? Alors, je m'appelle Dominique Besnéard, je suis né en 1954 et je suis né à Bois-Colombes et j'ai passé mon enfance en Normandie, en Basse-Normandie. Et j'ai fait, il y a eu 3 périodes dans ma vie. J'ai d'abord été casting director, casting, agent et depuis 2006, je suis producteur. Producteur. Donc 3 vies professionnelles d'une certaine manière. Oui, 3 vies professionnelles, mais quand même dans le même univers. Hein. Je ne me vois pas d'avoir changé pour une autre activité. Je suis baigné dans ce métier, à la fois le théâtre que j'ai adoré quand je suis arrivé à Paris à la rue Blanche, et ensuite j'ai eu la chance d'aller tout de suite vers le cinéma et de faire à la fois toujours près des acteurs, puisque quand je faisais du casting, je m'occupais surtout de choisir des acteurs, enfin de proposer des acteurs à des cinéastes. Et quand ces acteurs, j'en ai découvert quelques-uns, ont voulu être représentés, je considérais qu'il y avait peut-être à faire le métier d'agent. Et donc j'étais agent pendant 21 ans chez Armédia, cette maison que j'ai adorée. Et depuis 2006, j'ai senti qu'à un moment donné, il fallait passer à autre chose, un peu en suivant l'exemple de Jean-Louis Livy, qui a été agent et qui maintenant est un grand producteur. Et c'est quand même lui qui a produit The Father, qui vient d'avoir l'Oscar, l'Oscar de meilleur acteur pour... Voilà, donc voilà ma vie. Mais même mon orientation professionnelle, elle a toujours été la même en fait. D'accord. Baigner dans cette culture et dans cet amour du spectacle, des acteurs et surtout essayer de pouvoir faire les choses. Voilà. On va y venir, Dominique Besnéard, mais j'aimerais d'abord savoir à quoi rêvait le petit enfant Dominique Besnéard. Ben moi, j'ai des parents très aimants, mais qui travaillaient beaucoup. C'était des petits commerçants. Moi, j'ai passé mon enfance très peu à Bois-Colombes. Ils ont eu du nez, ils sont partis en Normandie parce que à Bois-Colombes, il commençait à y avoir des supermarchés. Ils avaient une petite épicerie crèmerie. Ils gagnaient très bien leur vie. Puis ils se sont dit à un moment donné, les gens vont plus aller dans les crèmeries, ils vont aller dans les supermarchés. Donc ils sont partis à temps et ils sont venus à Oulgat. À Oulgat, ils avaient le supermarché, mais tout ça dans des conditions un petit peu artisanales. C'était pas un hypermarché à Oulgat. Et donc Oulgat, c'était l'été beaucoup d'activités puisqu'il y a les estivants qui viennent, mais l'hiver c'est très très triste et un peu fermé. Donc mon enfance, à la fois beaucoup de lumière et beaucoup d'énergie l'été, avec la plage, avec des parents qui travaillaient tellement qu'ils nous faisaient confiance. Et l'hiver, c'était un peu la solitude de ces villes-là fermées, où il n'y avait pas encore toutes les RTT. Donc franchement, de fin septembre à Pâques, tout était fermé. Et donc, de la mélancolie, donc je me réfugiais devant la télévision. Et la télévision, à l'époque, il n'y avait que 2 chaînes. Et puis tout le monde ne l'avait pas. Donc mes parents, comme ils gagnaient bien leur vie, on a eu la télévision assez vite. Et donc j'ai regardé toute mon enfance, des feuilletons de télévision, des dramatiques, l'ORTF en direct. Voilà, j'étais baigné par une culture populaire, mais quand même aussi une culture où la télévision, à l'époque, avait un service public. Vous savez, quand on voit les Perses, quand on a 10 ans, c'est quand même pas la caméra qui bouge dans tous les coins. Mais en même temps, ça m'a nourri tout ça. Et puis, donc, une culture assez de télévision. Et le cinéma, bien sûr, mais le cinéma seulement le dimanche. Avec mes parents, on allait à Caen ou à Cabourg ou à Deauville, mais on allait voir des films de la qualité française. On allait voir bien sûr Gabin, parce que Gabin c'est un Normand, donc mes parents ont toujours eu une racine normande. Mon père était
Mes parents étaient très gaullistes puisqu'ils considéraient que c'était De Gaulle qui les avait sauvés parce qu'ils étaient originaires de Vire et Vire avait été entièrement détruit, toute cette région du Bocage. Ils ont quand même pas eu de jeunesse. Ils avaient 19 ans pendant la guerre. Donc, ils avaient un culte de voir. On a été voir, je me souviens, Le jour est le plus long. Moi, je me souviens, donc je devais avoir, je sais pas, 64, je sais pas, 61, Le jour le plus long, 7-8 ans, d'avoir attendu des heures pour aller voir Le jour le plus long. Donc j'étais nourri à la fois dans le respect de cette France-là et aussi voilà de nous permettre de faire ce qu'on veut. Voilà, mais surtout les souvenirs que j'ai, c'est d'être aimé par mes parents qui nous laissaient libres, mon frère et moi, j'ai un frère jumeau, et surtout qui acceptaient que c'était plutôt, je n'allais pas faire de sport, j'aimais pas ça, c'était de regarder la télévision, de faire des fiches, de lire, voilà. Les fiches, vous les faisiez sur quoi? Sur les films? Sur les films, acteurs? Sur les acteurs, je faisais des découpages, vous savez. Alors mon frère est jumeau, mais mon frère était plutôt très intellectuel. Je dis pas que j'étais pas intellectuel, mais mon frère, on a été abonné on allait chercher Paris Match très jeune, à 10 ans, on allait chercher le match de l'époque. Paris Match de l'époque, c'était vraiment, il y avait des grands sujets de société. Il n'y avait pas seulement des acteurs en couverture, il y avait des hommes politiques, il y avait Paris Match, et mon frère a tout de suite lit le Nouvel Observateur. À l'époque, c'était quand même pas pour un gamin de 10-11 ans. Et moi, j'allais plutôt acheter les revues de cinéma. À l'époque, il y en avait pas beaucoup, hein. Voilà, donc c'était plutôt ça. La question, c'était... Qu'est-ce qui vous fascinait d'emblée dans cet alors univers? moi, donc je faisais mes fiches et je faisais du découpage. C'était les 7 jours. On était abonnés. Donc je les ai encore des cahiers où où je mets des notes sur les acteurs, sur la qualité des feuilletons. Je connaissais tous les feuilletons de l'époque et donc ça met pas forcément les Globetrotters et Vive la vie qui étaient les trucs c'était Vive la vie, c'est ce qui correspond maintenant à Plus belle la vie. Il y avait toujours eu ça dans la tradition française. Mais en même temps, je me souviens des Boussardais, je me souviens de surtout le Don Juan avec Piccoli et Claude Brasseur de Bluval qui m'a marqué, voilà. Donc voilà, c'est ça ma culture. Donc j'ai toujours fait des fiches en me disant comme il y a des gamins qui faisaient aussi des cahiers sur les équipes de football. Et voilà, donc moi, c'était ça. Mais j'étais aussi avant, plus petit, moi, j'ai écouté les variétés. Et quand j'avais 8 ans, j'étais fou de Sylvie Vartan, qui pour moi était la beauté. Voilà, je l'ai vu, moi, je me souviens, chez mon grand-père qui était à Saint-Martin-des-Blas, à côté de Vire, qui avait été maire pendant la guerre. Donc, j'allais souvent passer les vacances parce que mes parents n'avaient pas le temps de s'occuper de nous. Donc, souvent, j'allais chez mes grands-parents. Et mon grand-père avait une télévision, le plus grand modèle, parce que comme il regardait beaucoup les émissions politiques. Et je me souviens avoir vu Sylvie Vartan dans une de ses premières télés. Ça devait être même pas Achetant des têtes de bois, avant qu'elle fasse Denise Glaser. Et j'ai dit, je suis tombé amoureux d'elle. Et donc, c'était normal, j'avais 7-8 ans. Et à ce moment-là, et mon grand-père qui me disait, c'est vrai, elle est jolie. Elle chante faux, mais elle est jolie. Et donc, si vous voulez, voilà, tout ça, donc ça a été une des premières icônes que j'ai aimées. Et je le dis souvent, et tout le monde me dit, et même Sylvie Vartan, à chaque fois, me le dit quand même, quand je pense que tu as fait ça, Sylvie Vartan, en 64, j'avais 10 ans, est passé à l'Olympia entre Trini Lopez et les Beatles. Quel drôle de programme, parce que c'était quand même un programme avec trois nuances de musique bizarres. Je l'ai vu. Oui. Et donc, ma marraine, pour mes 10 ans, m'a dit, on va aller voir Sylvie Vartan à l'Olympia. Et donc, pour moi, j'étais jamais allé à Paris. Ma marraine avait assez d'argent, donc elle m'avait invité et on était très, très bien placés. Et donc, Sylvie Vartan, elle passait en deuxième partie juste avant les Beatles,
après l'entracte. Et donc, elle se fait un peu chahuter. Je dis pas qu'il y avait des tomates, mais c'est compliqué. Mais elle résiste, et c'est ça qui me touche. Et moi, je dis, mais je dis, silence, j'entendais pas ma chanteuse d'opéra chanter. Et tout d'un coup, ma marraine, donc elle a quand même un triomphe, ma marraine me dit, bon, on change, tu veux rester? Bah, j'ai dit non. Et elle me dit, elle m'a dit, mais moi non plus, ça m'intéresse pas, les Beatles. Elle parlait pas, ouais. Donc je n'ai pas vu les Beatles. Et un jour, quand j'ai raconté ça à Sylvie Vartan, m'a dit, quand j'ai des moments de déprime, je me dis, quand je pense qu'il y a un petit garçon de Normandie qui m'a préféré aux Beatles. Et à chaque fois, ça la touche. Mais donc, je n'ai pas vu les Beatles. Ça veut dire que déjà, vers 8-10 ans, vous aviez l'intuition de ce que vous souhaitiez faire plus tard? Je savais pas, je savais que 8-10 ans, non, moi j'ai commencé à... Donc quand je suis arrivé au collège, avant le lycée, j'ai toujours fait du théâtre en amateur. Et vous savez, c'est toujours un prof qui vous aide. Et j'avais une prof de français absolument géniale, qui venait de Paris, au lycée de Deauville, et qui était folle de théâtre et qui nous a fait faire du théâtre, mais pas des pièces de boulevard. On a fait huis clos, on a fait un Feydeau, on a fait même une pièce. C'était un théâtre quand même. On a fait Anouilh, et puis on a même fait une pièce qui s'appelait La Nuit des Assassins de José Triana, qui était une pièce où c'était des adolescents qui mimaient le meurtre de leurs parents. Et mes parents, quand ils ont vu, ils ont été terrorisés. Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête? Et donc voilà, c'était le moment où on était un peu rebelle. Et cette prof de français, elle a été géniale. Parce qu'on allait à la Comédie de Caen. Et c'est là qu'à la Comédie de Caen, à l'époque c'était Jo Tréhard, que j'ai vu les premiers spectacles de Chéreau, que j'ai vu 1789 de Mouchkine, que j'ai vu Bérénice de Roger Planchon. Et pour moi, la tragédie, ça pouvait être un peu embêtant. Et avec ce Bérénice de Planchon, mise en scène de Planchon, avec Francine Berger, qui était absolument géniale, Samy Frey, Denis Manuel, j'ai eu un choc de théâtre. J'ai vu qu'on pouvait jouer la tragédie sans faire vraiment des tonnes, sans jouer les mots. Et franchement, ce spectacle m'a marqué. Et je suis toujours resté proche de Francine Berger parce que c'est la première actrice que j'ai trouvée qui m'a fait une très grande actrice de théâtre. Est-ce que on peut dire que Jacques Doyon a eu un rôle très important dans votre vie? Ah ben ouais, c'est quand je suis arrivé à Paris. Après, quand j'ai fait la Rue Blanche, à la Rue Blanche, c'était une école quand même importante où j'ai fait le concours, mais j'ai pas voulu passer en classe d'acteur parce qu'à mon avis, j'aurais jamais été élu. Entre être à Deauville où il y a de faire du théâtre amateur et passer un concours d'une école nationale. Donc j'ai passé en classe de régie mise en scène parce que je voulais faire de la mise en scène de théâtre. Je me disais, mais acteur, pourquoi je pourrais être acteur? Il y a tellement des gens meilleurs que moi. J'ai un cheveu sur la langue. Est-ce que j'ai vraiment un emploi? Donc toi, tous ces trucs qu'on demandait dans une école d'État. C'était Jean Meyer qui était quand même assez classique comme directeur de la Rue Blanche. N'empêche que là, c'est là où, quand je suis arrivé à Paris, dans la même classe, il y avait Evelyne Bouix, il y avait Christophe Malavoie, Catherine Fro, il y avait Fanny Cotenson. Toute cette époque est encore dans ce métier. Et donc voilà. Et là, j'ai rencontré très vite Jacques Doyon, après avoir fait une série pour la télévision qui s'appelait C'est grave de ma vigne, qui est la révolte des vignerons dans le Languedoc au début du XXe siècle. Eh bien, donc j'ai rencontré Jacques Doyon, et c'est Jacques Doyon qui m'a permis de travailler sur le sac de billes. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance, je me dire, faut mieux que je travaille dans le cinéma. Puis un plateau de cinéma, c'était quand même une espèce bon, j'aurais certainement continué à être assistant metteur en scène au théâtre, mais là, j'ai eu la chance de travailler avec Jacques Doyon, et là, j'ai une révélation en disant, c'est le cinéma. Et moi, j'ai quand même eu souvent de la chance. C'est pour ça que je me dis quelquefois, je sais pas, vous savez, quand ma mère, elle a accouché de 2 jumeaux. Et moi, généralement, on sort par la tête. Moi, je suis sorti par les pieds.
Donc ça a été compliqué. Mais donc je me suis fait tout de suite remarquer dès la naissance. Et quelqu'un, la sage-femme m'a dit, ça lui portera chance toute sa vie. Mon frère aussi a eu de la chance. Mais moi, j'ai eu, touchons du bois, j'ai toujours eu de la chance. J'ai pas fait mon service militaire parce que j'ai choisi, je voulais absolument passer déjà à l'époque où on était en train bon, on voulait de moins en moins de gens. C'était l'époque, voilà, où c'était Giscard, il voulait moins de militaires. Et donc, j'avais demandé à parler au psychiatre. Et donc, j'ai suivi la file. Vous savez, pour une montre, on avait le droit d'avoir un rapport avec le psychiatre pour savoir pourquoi on voulait pas aller au service militaire. Et donc, j'ai choisi une file et je voyais que tout le monde sortait de la file. Avec la tête, je savais, personne n'est réformé. Donc, je suis allé aux toilettes et je suis revenu, j'ai pris l'autre file en me disant, de toute façon, et la fille, je suis tombé sur un jeune médecin très sympa. Je lui ai dit, écoutez, moi, je commence dans le cinéma, partir un an, je venais de commencer. Il me dit, vous inquiétez pas, on va vous trouver. Donc là, j'ai aussi la bonne file. Donc, j'ai toujours, peut-être ce que vous appelez de l'intuition. Donc, j'ai quand même toujours un peu de chance, voilà. Et donc, quand j'ai fait le sac de billes avec Doyon, Claude Berry, qui était le producteur du film, est descendu à Menton, parce qu'on tournait à Menton. Toutes les scènes qui devaient dans un hôtel qui était plutôt à Nice, on le faisait à Menton. Je crois que l'hôtel n'existe plus même. Et donc, je cherchais tous les figurants, parce que j'étais stagiaire à la mise en scène, donc Doyon m'avait dit, tu t'occuperas de tout le casting, figuration et tout. Et à l'époque, et donc, Doyon disait, mais moi, je veux quand même des jeunes, c'est peut-être la faire parler allemand. Et tout. Donc, j'allais dans les campings. Il y avait quand même beaucoup de jeunes Allemands qui venaient en vacances. Et donc, j'allais les voir, je dis, voilà, on cherche des figurants qui pourraient faire parler allemand. Mais je leur dis, c'est l'époque où tout le monde avait les cheveux longs. Donc, je leur faisais couper les cheveux, on les payait mieux. Et alors, c'était drôle, parce qu'ils étaient tous en costume d'allemand. Ils se faisaient en photo. Et là, un jour, comment il s'appelle, Claude Berry a vu ça, il m'a dit, mais il est incroyable. Et il me dit, vous allez, dès que le film est terminé, vous venez me voir, et vous venez voir Pierre Grunstein, qui est le directeur de production, et vous allez travailler. Et 6 mois après, ils m'ont appelé. J'ai fait le jouet encore à chercher. Pendant très longtemps, on m'a demandé de chercher des enfants ou des adolescents pour les films, parce que j'en avais trouvé la drôlesse, la vie devant soi. J'étais un peu le spécialiste d'aller trouver des adolescents ou des adolescentes pour les films. J'ai fait La Drôlesse, qui est quand même un film extraordinaire, où la petite est géniale. Et donc, à un moment donné, c'est quand même Claude Berry qui m'a permis de revenir à Rennes Productions 10 rue Lincoln. Et là, après, j'ai rencontré Sauté, Granier de Fer, Polanski, tous ces metteurs en scène qui étaient produits par Claude Berry. Donc, on peut pas dire que j'ai ramé. Je suis arrivé en septembre 73. En septembre 74, j'avais déjà fait un film au casting. Donc il y a des gens qui... Voilà. Mais c'est une autre époque, Philippe, une autre époque. On pouvait encore réussir ses rêves. On pouvait... je dirais, il y avait encore... moi, je pense que c'était plus facile. Peut-être étiez-vous aussi obstiné, vous aviez peut-être envie de réussir. Oui, mais il y avait, les gens se parlaient, je vais pas jouer le vieux con, mais les gens se parlaient, on s'écrivait, maintenant on s'envoie des mails, on se parle plus. C'est vrai que la technologie a coupé un peu beaucoup les rapports entre les gens. Moi, quand j'ai cherché un stage de cinéma, j'ai écrit des lettres à des cinéastes pour faire un stage. J'avais fait que cette série pour la télévision. Eh bien, Michel Deville m'a répondu. Il y a 3 cinéastes qui m'ont répondu en disant merci de votre lettre. Et Michel Deville, une lettre merveilleuse, il m'a dit malheureusement, je ne peux pas en ce moment. Il prenait son temps. Mais attendez, même moi, je réponds pas. Et il faudrait de temps en temps. Alors, de temps en temps, je me dis, mais on est tellement sollicité que c'est pas possible. Et quelquefois, quand j'essaye de suivre quelqu'un qui insiste beaucoup, je le vois, je dis que celui-là, s'il se conduit bien, ou si elle se conduit bien, généralement, je le vois. Et c'est du temps, on a tellement de difficultés, même des fois, à trouver les financements, que, voilà, mais bon, j'essaye de le faire,
Et quelquefois, ben, j'ai aussi rencontré des jeunes producteurs qui ont commencé avec moi et qui maintenant marchent bien. Donc ça, c'est une récompense aussi. À un moment donné, Dominique Besniard, vous avez dit que vous en aviez assez d'être qualifié de la nounou des acteurs et que parce que- ça voulait dire que vous vouliez aussi, et naturellement, vous occuper des réalisateurs. C'est Oui, bien cela. ben la nounou, c'est-à-dire que la nounou, c'est des fois des fois un peu agaçant et un peu réducteur de dire qu'un agent est une nounou. Un acteur, un agent, il doit d'abord s'occuper de conduire et d'essayer d'accompagner un artiste, un acteur, une actrice, et de le conseiller d'abord d'un point de vue artistique, mais aussi économique, de son contrat. C'est vrai qu'un agent, il a plein de choses à faire. Et en Amérique, ce qu'un agent français fait, il y a 3-4 personnes qui le font. Il y a un publiciste, il y a un manager, il y a un agent, il y a quelqu'un qui s'occupe des contrats. Un agent, pour 10%, il s'occupe de tout ça en France. Et c'est un peu artisanal. Bon, ça a été beaucoup moins artisanal grâce à Gérard Lebovici ou Jean-Louis Livy et Bertrand Labbé, où Armédia a fait que c'est une agence un peu avec la topologie d'une agence américaine. Mais voilà, la nounou, c'est le fait d'être tout simplement humain et d'écouter des fois vous savez qu'un acteur, une actrice a des fois des moments de doute, des moments de déprime. Il suffit qu'un film ne marche pas, qu'il ait un peu un ralentissement dans sa carrière. Il peut imaginer que c'est compliqué. Donc ça, il faut les écouter. Et en même temps, c'est essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais quand on a beaucoup trop de clients, et ben quelquefois, on n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde. Et c'est vrai que moi, déjà, j'avais beaucoup trop d'acteurs, mais parce que, pourquoi j'en avais trop? Parce qu'à un moment donné, je dis non, mais ils disent, mais j'ai dit, je peux pas vous représenter, j'ai déjà beaucoup de monde, mais oui, mais moi, je sais que vous aurez toujours un peu de temps pour moi. Et de temps en temps, et ça, Bertrand Labbé me protégeait là-dessus, me dit Dominique, tu dis que c'est pas possible, parce que quelquefois ils se disent mais pourquoi pas moi? Donc ça crée de dire ben voilà, c'est-à-dire que vous ne croyez pas en moi, alors qu'on peut croire à la personne, mais on peut pas s'occuper de tout le monde. Donc le côté nounou, c'est tout simplement l'acte humain d'être avec un acteur. Mais alors il y a des acteurs qui ont plus besoin de protection et pour lesquels j'ai aussi d'un attachement plus profond. Par exemple, c'est vrai que Béatrice Dalle, ça n'a pas toujours été simple. En même temps, je trouve que pour moi, c'est une espèce de Magnani française. Et du reste, après toutes les bêtises qu'elle a faites et tous les ralentissements à cause de sa vie personnelle, fait que là, quand même, à 50 ans, elle joue au théâtre des grands rôles et qu'elle a une seconde carrière qui est intéressante. Mais voilà, mais à un moment donné, on peut leur dire à certains acteurs, en plus moi j'étais à une époque où il y avait beaucoup de gens qui ont gagné très vite de l'argent, qui sont tombés dans toutes les bêtises de la drogue, et moi souvent je leur disais mais attendez, arrêtez, c'est un jeu qui va mal se terminer. Et combien de fois je leur ai dit, mais à un moment donné ils se disent bah, moi je sais me contrôler maintenant, et j'en ai beaucoup qui sont morts. Et donc voilà, et puis il y a le côté Devers, Patrick Devers, c'est un acteur génial, ça l'empêchait pas de tourner, mais il est mort à même pas 40 ans. Donc c'est ça, être peut-être nounou protecteur. Mais moi, je trouve que dans cette époque, je trouve que les jeunes comédiens, moi j'ai vécu l'époque des années 80 où c'était très précis. Moi j'ai l'impression que parmi les jeunes comédiens, il y a moins ça. Il y a moins la drogue ou moins l'alcool. Mais c'est une époque où aussi c'est tous ces acteurs qui tout d'un coup avaient des rôles principaux sans aucune formation et ils gagnaient l'argent. Donc tout d'un coup, et puis il y avait le côté, on a James Dean, on s'éclate, on vit la vie violemment. Mais vous savez, on m'a toujours dit que Mick Jagger, pardon, il prenait rien. C'était ses copains autour qui prenaient la drogue, mais lui il prenait rien. Et on pensait mais il serait pas dans cet état-là à pouvoir encore faire des concerts.
quel était, je comprends bien votre rôle auprès des acteurs, Dominique Besniard, mais auprès des réalisateurs, qu'est-ce que vous faisiez, vous? Vous les aidiez à choisir des films? Vous Alors, alliez près des producteurs? Que se passait-il? moi, quand je suis arrivé chez Armédia, les agents s'occupaient, à part Jean-Louis Livy et Bertrand de Labbé, c'était plutôt s'occuper surtout des acteurs, Yvette Étiévent, Jonathan Arrigoni et tout ça. Et moi, comme j'allais beaucoup voir des courts-métrages, que j'allais beaucoup dans les festivals, j'ai repéré des cinéastes, notamment François Ozon, dont j'avais adoré le premier court-métrage et les premiers courts-métrages. Et donc là, je me suis entiché de lui, de son talent, et donc je l'ai pris et donc et je me suis occupé de lui tout de suite. Et avec lui, il y a beaucoup de metteurs en scène sont venus. Catherine Corsini, là, qui est cette année, c'est très bien, qui est en sélection officielle. Il y avait Pierre Salvadori, Cédric Kahn, Claire Devers, Claire Denis. J'ai pris plein de cinéastes. Et je me suis dit, et j'ai suivi un peu la méthode de Gérard Lebovici, qui lui, quand il a révolutionné ça en se disant, mais attendez, être agent, si c'est seulement prendre 10% sur des acteurs, ce qui c'est de monter des films maison, faire des packages. Et c'est comme ça que il a fait que Belmondo est devenu producteur, et que il prenait à la fois des metteurs en scène, il montait les films des metteurs en scène avec des acteurs d'Armédia. Eh bien, moi, en suivant un peu la leçon, et aussi de Gérard Lebovici et de Jean-Louis Livy, j'ai fait ça. J'avais j'essayais de monter du reste 8 femmes, d'après le bouquin de Robert Thomas, qui était quand même, non pas un bouquin, une pièce de théâtre. C'est parti de mon bureau. Et là, tous les acteurs ont été pris chez Armédia, la plupart. Et ça a été un énorme succès, puisqu'il a fait 4 millions de spectateurs. Mais beaucoup, c'est ça qui me plaisait. Et c'est là où je me suis dit, à un moment donné, être seulement agent pour trouver des rôles aux acteurs et de les entourer. Moi, j'ai dit, je veux être producteur à un moment donné. Et c'est comme ça que je suis devenu producteur en 2006. Vous avez bien connu Gérard Lebovici? Non, je l'ai pas bien connu. En tout cas, j'ai un déjeuner mémorable où il m'a recadré parce que donc chez Armédia, donc il y avait Gérard Lebovici, il y avait Jean-Louis Livy, mais il y avait un homme merveilleux qui s'appelait Serge Rousseau, qui est dans les années 70 a amené toute la génération qui est encore là au théâtre et au cinéma. Francis Huster, Jacques Weber, Jacques Piesser, Villeray, Devers, il y a que des R. Il s'est même occupé de Coluche, donc il a amené toute cette génération qui était très importante. Avant, il y avait eu Belmondo, Delon, Jean Sorel et tout, et voilà. Et donc, il a amené toute cette génération, et ça, c'était dans les années 60. Et Nathalie Baye, et du reste, Nathalie Baye, dont je suis en train de lire les mémoires, Nathalie Baye, elle était la seule fille. Elle était entourée que de garçons. Et elle a eu une histoire avec aucun des acteurs. Elle tient à le préciser, hein. Et c'était pas faute d'être courtisée. Et Nathalie, il y avait les autres actrices, elles ont changé de métier. Et donc ça, c'était dans les années 60. Et dans les années 80, avec mes années de casting pendant 7 ans, Serge Rousseau me dit, il faut absolument que tu rencontres Gérard Lebovici, il faut que tu rentres chez Armédia, que tu t'occupes de cette nouvelle génération, on a besoin d'un sang neuf et tout ça. Et moi, j'étais tenté parce que je me dis, mais moi, je marchais très très bien comme casting, je faisais des films américains, j'avais travaillé avec Fellini et tout ça. Je dis, c'est de venir, et puis quand on fait du casting, on s'amuse. Quel plus beau métier que d'aller dans les cours, de voir des films, d'aller dans les auditions et de recevoir des acteurs et de cocher des noms en face des personnages à distribuer. Quel plus beau métier. Donc, mais en même temps, je vais déjeuner avec Gérard Lebovici. C'était en bas du 10 avenue Georges V, un endroit qui était tenu par des Auvergnats. C'était très bon, mais c'était vraiment de la cuisine française un peu lourde. Mais ça s'appelait le Relais de l'Alma. Et là, il y avait tout le monde, les hommes politiques. Il y avait Catherine Ney qui venait déjeuner tout le temps. Et du reste, Catherine Ney, à qui j'ai proposé un rôle, hein, quand même. J'avais proposé de jouer dans Germinal le rôle qu'a fait Annie Dupéré. Et moi, j'ai trouvé cette femme d'une beauté. Et un jour, j'étais là voir, je
vais revenir le Gérard Lebovici. Et un jour, j'ai dit, mais vous voudriez pas être actrice? Alors, non, non. La parenthèse est fermée. Bon. Et donc, je déjeune avec Gérard Lebovici au relais de l'Alma. Et je pensais que Serge Rousseau serait là. Et en fin de compte, je suis en face de Gérard Lebovici, qui est quand même pas très engageant, d'une froideur. Alors, il me dit, alors, vous voulez nous rejoindre? J'ai dit, attendez, non, pas encore. Je suis en train de savoir, est-ce que c'est mon intérêt d'être maintenant agent? Je pense que je m'amuse un peu comme casting. Je lui explique pourquoi. Il ne bronche pas du tout. Il me pose très peu de questions comme vous, mais vous êtes plus charmant en face de moi. Et je me dis, mais... Alors, je fais les questions et les réponses. Et alors, il me dit, bon, ben, ça veut dire que là, vous n'avez pas envie de venir maintenant. Et nous, on a besoin de quelqu'un de maintenant. Et Serge Rousseau arrive, il voit que c'est un peu bizarre. Et alors il me dit, mais donc Dominique n'a pas envie de rentrer maintenant. Ah, mais j'ai pas dit que c'était pour maintenant. Il me dit, moi, j'ai besoin qu'on ait quelqu'un maintenant. Et il me dit, mais alors, écoutez, Dominique, amusez-vous bien, mais ne vous amusez pas trop longtemps, parce que peut-être ça sera trop tard. C'est quand même à prendre en pleine figure. Hein. Donc voilà, après, je l'ai revu, parce qu'il est devenu donc distributeur avec 3A. Et quand on a fait La Balance, j'ai fait le casting de La Balance, j'ai fait le casting de un film ou deux, donc il était distributeur. Parce que ce qu'on oublie, c'est que Gérard Lebovici a été obligé de quitter Armédia. Parce que tous les syndicats de producteurs et d'agents en avaient assez que tout se passe chez Armédia. Qu'à la fois, il avait la casquette d'agent, de producteur, de distributeur. Donc, on lui a dit, écoutez, maintenant, il faut choisir. Donc, c'est sous la pression des syndicats qu'il a dû faire 3A. Et donc, Jean-Louis Liville l'a secondé, enfin, lui a succédé. Et moi, je suis rentré, grâce en 85, 1er septembre 85, je suis rentré grâce à Jean-Louis Livy, c'est-à-dire peut-être 5 ans après que j'ai rencontré Lebovici. Ouais. Le neveu d'Yves Montand. Que j'aime beaucoup, qui est un homme, un grand... C'est lui c'est lui qui a eu l'envie d'être producteur. Il a quand même pris le risque de quitter Armédia, où on a quand même un salaire, on gagne très bien sa vie, et en même temps, on prend pas... bien sûr qu'on a des risques. On a des risques d'avoir que ces talents vous quittent parce qu'ils sont mécontents. On a aussi le risque de mal conseiller et de se faire dire « tu m'as fait perdre du temps ». Mais en même temps, si un acteur veut faire un film et que son agent lui déconseille, c'est quand même lui qui va y aller. Et si le film marche pas, dans Paris, on dit pas c'est à cause de son agent. Donc, à un moment donné, on est quand même... Et puis, même s'il y a un échec sur un projet avec un acteur, il y a tellement d'autres projets qui marchent qu'on est à l'abri. Tandis que lorsqu'on est producteur, eh bien après, on assume les échecs, Alors, vous allez me dire maintenant, à notre époque, c'est plus du tout c'est très bien que c'est pas l'argent personnel des producteurs. On va chercher l'argent. Mais vous savez très bien que si à un moment donné, on a fait 2-3 échecs, quand on va chercher de l'argent pour un nouveau film, on vous le fait remarquer. On vous dit, attendez, vous avez fait perdre temps et temps. Donc pour vous dire que voilà, mais en même temps, c'est un risque. Mais moi, j'en avais un peu assez, après 21 ans, d'arriver le matin, de me lever en disant, attends, lui, j'ai pas appelé, ça fait 8 jours que je dois l'appeler pour lui dire qu'il fait pas le film, que je vais avoir un déjeuner, ça va être compliqué. À un moment donné, on est le réceptacle de toutes les angoisses. Et à un moment donné, où on pense à tout le monde sauf à soi-même. Et moi, après de 21 ans, je me suis dit maintenant, ça va pas être peut-être moins compliqué que si je débarquais sans avoir rien fait. Donc, je vais devenir producteur. Et bien sûr, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tous les autres producteurs, quand je suis devenu producteur, m'ont aidé. C'est-à-dire que pour les premiers films que j'ai faits, j'ai tout de suite eu l'appui des autres producteurs en me disant, voilà, à l'avance sur recette, je me souviens, ils ont tous dit, il y a quelqu'un qui avait un doute, mais enfin, Dominique nous a tellement aidés pendant longtemps. Donc, j'ai eu une forme de récompense de mon métier, des gens autour de moi. Les agents,
C'est pas ceux qui m'ont le plus aidé, hein. Même mes anciens partenaires d'Art Média, hein. Donc voilà. Donc vous savez, mais il fallait que je le fasse parce que j'avais envie. Je pense que j'aurais eu des problèmes même de santé parce que être agent, c'est que ça prend beaucoup de temps si on le fait bien. Puis à l'époque, moi j'ai quand même connu que il y avait un peu le portable, mais il fut un temps quand le portable est arrivé. Moi je me souviens, c'était sur un film qui s'appelait Pédale douce de Gabriel Aguillon. J'avais le portable et je me suis dit, mais ça nous facilite quand même le temps. On est sur le tournage, on peut appeler même si les réseaux étaient moins perfectionnés. Tandis qu'à quand il n'y avait pas le portable, tous les soirs, je rentrais après une journée sur un tournage, une répétition à laquelle j'assistais. Il y avait 30 personnes à rappeler. Et on voyait que 3-4 fois Pierre Richard avait appelé. On sentait que l'assistante à 19h me disait « Surtout rappelle Pierre Richard ». Et on appelle Pierre Richard à 20h30. Il m'a dit « Mais t'étais où toute cette journée ?» Mais je dis « Mais je travaille aussi. » « Mais tu travailles où ?» Ben, je suis allé sur un tournage. Et bon, non, mais je l'aimais beaucoup. Donc, mais en même temps, c'est parce qu'il avait besoin d'une réponse. Le portable, je parle même pas du télétravail. Maintenant, ça facilite les choses. Mais donc, c'était ces souvenirs le soir de me dire voilà, je vais pas appeler un tel. Brialy, que j'adore et plus que tout le monde, était quand même très compliqué parce que comme il avait une idée par seconde et que le matin, il prenait énormément de temps. Et pour à la fois raconter sa vie, raconter qu'il avait fait Europe numéro 1 le matin, que l'après-midi, après le déjeuner, il avait déjeuné avec elle, qu'il avait appris que, voilà. Donc tout ça fait que, à un moment donné, on se dit à partir après 21 ans, on veut faire autre chose. Quels étaient vos rapports avec les acteurs et les réalisateurs? Il faut toujours leur dire la vérité? Non. Faut surtout pas toujours leur dire la vérité, parce que là, on a des dépressions nerveuses, voire des suicides, et voir le fait aussi de les respecter. Parce que moi, si vous voulez, on parlait de Jean-Claude Brialy, que j'adorais, mais Jean-Claude Brialy, il faisait la radio, il écrivait dans le Figaro Madame ou dans le Journal du Dimanche. Il avait un festival à Ramatuelle, un festival à Angers. Il était acteur, il avait un théâtre. Et donc tout ça faisait qu'on le voyait partout. Et moi, un jour, je vais raconter cette histoire parce que Jean-Claude peut m'en parler parce que je l'adorais. Il est resté quand même 20 ans avec moi. Et c'était vraiment... Et moi, je lui dois beaucoup parce que, comme j'adore les vieux acteurs, il m'a quand même fait rencontrer Arletty. Et j'ai quand même rencontré Arletty grâce à lui et beaucoup d'autres. Et Arletty, qui était aveugle, c'était dans le 16e arrondissement, dans un restaurant, et j'étais quand même avec Arletty. C'est quand même Jean-Claude. Jamais j'aurais pu la rendre. Et je vous parle, sans parler de Marlène Dietrich, bien qu'il n'y ait pour rien, mais alors qu'il a dit qu'il y en était, parce qu'il aimait raconter des histoires. Il aimait bien dire des choses et les embellir. Voilà. Mais ça, c'est une très belle qualité. Et donc Jean-Claude, un jour, il me dit oui, il y a Chabrol qui prépare un film. Je comprends, t'es pas au courant. T'es toujours, mais je suis au courant. Je vais avoir le scénario. Et il y a Sandrine Bonner et Isabelle Huppert. Il y a le rôle des parents, donc ça serait peut-être bien que les rôles des gens chez qui ils travaillent. Enfin bon, c'est de bonnes. C'est en fin de compte ce merveilleux film avec ça va me revenir avec Huppert et Bonner, ça va me revenir le titre. Et c'est de reste plus ou moins inspiré des bonnes. Des bonnes de Genet. De Genet. Et donc j'appelle Chabrol, je dis, il paraît qu'il y a, vous cherchez le rôle. Et je dis, Jean-Claude, c'est que vous préparez ça. Et il me dit que j'espère que vous avez pensé à lui. Il me dit, Dominique, j'adore Jean-Claude. Je l'adore. Un jour, j'ai fait la nouvelle vague avec lui, le beau Serge et tout ça. Les cousins. Les cousins. Et un jour, je leur demanderai un rôle, mais là, non. Parce qu'on le voit partout, il est gratuit. Alors, Jean-Claude Brialy, et il me dit, je propose le rôle de la femme à Caroline Cellier. Donc mon coup de fil n'était pas perdu. Et bien que je n'essayais pas de, il me dit, je pense à Caroline Cellier. Donc je dis, je rappelle pas Jean-Claude Brialy pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Donc je lui dis, ça s'appelle La Cérémonie, le film, voilà.
ça m'est revenu. Et donc, Bria, il m'appelle, alors t'as eu Chabrol, j'ai eu Chabrol, alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors, c'est vrai, c'est un vrai... J'écoute, je lui ai parlé de toi, et il pense que cette fois, c'est pas comme ça qu'il voit le personnage, il faudrait donner un plus grand voix. J'ai fait un mensonge. J'allais pas lui dire, il pense que t'es gratuit, parce que alors là, c'était... Donc il me dit, oui, mais t'as peut-être pas bien présenté. Chez Jean-Claude, on dit pas à Chabrol qui veut prendre, tu le connais, t'as commencé avec lui. Alors il m'a dit, mais il te verra, il t'expliquera et tout. Et j'apprends quelque temps après que c'est Jean-Pierre Cassel. Et Jean-Claude Brialet et Jean-Pierre Cassel, c'était les ennemis intimes. Ils s'aimaient beaucoup, mais ils étaient la même génération. Et à l'époque, souvent, c'était l'un ou l'autre. Et en plus, ils avaient commencé en même temps. Cassel n'avait pas fait la nouvelle vague, il a travaillé avec De Broca, mais il avait fait des succès publics. Et Jean-Claude avait fait plutôt de l'art essai avec Chabrol. Donc, ça a toujours été un petit... À chaque fois, il me disait, mais je peux le dire parce qu'il s'aimait beaucoup, mais il disait, tu l'as vu, Jean-Pierre Cassel, là aussi, il n'est pas au mieux de sa forme. C'était vraiment deux vieilles sociétaires de la comédie française. Donc, j'allais pas lui dire que c'était Jean-Pierre Cassel. Et donc, Jean-Pierre Cassel, il apprend, et alors il m'a dit, en fin de compte, pourquoi il a choisi Jean-Pierre Cassel? Mais peut-être pas immédiatement, mais des mois après. Ben, j'ai dit, j'en sais rien. Il doit te proposer un très beau rôle. Donc ça, on est obligé de mentir. Sinon, ben, ça, c'était toute la journée. Mais bon, c'était des petits mensonges pour mieux faire avaler la Valda. Mais de temps en temps, quand par exemple, on me disait, ah non, jamais je prendrais cette actrice, elle joue comme un pied, ou elle a fait trop de lifting. On peut pas dire ça à une actrice. Donc on essaye, il y a une actrice, moi elle trouve qu'il y avait vraiment la bouche refaite, trop refaite. Je lui dis, il trouve que tu te maquilles trop les lèvres. J'espère qu'elle va comprendre. Mais voilà, c'est quand même compliqué de... Voilà, ça, c'est des mensonges. Mais c'est pas des mensonges. C'est pour que leur vie soit moins dure à avaler, c'est le cas de le dire. À côté de tout cela, Dominique Besniard, vous avez eu d'autres activités. Ça n'est pas que je veuille vous replonger dans un passé qui s'est mal terminé. Votre séquence politique, vous pouvez nous en dire un mot? Ah bah oui, mais moi je suis tombé amoureux de Ségolène Royal. Mais parce que voilà, je vais vous dire, je la connaissais, Ségolène, parce que je la connaissais quand elle, avec François Hollande, quand lui était député. Et Ségolène, il y avait souvent ils étaient très amis avec, je ne sais pas s'ils sont toujours amis, avec Bernard Murat. Et il y avait souvent des projections au théâtre. Au théâtre, souvent il y avait des dîners de première et il y avait Ségolène. Et Ségolène, elle parlait jamais. C'était Hollande. Qui est quand même très drôle qui a beaucoup d'empathie. Et elle parlait pas, et souvent j'étais à côté d'elle. Je me dis, mais elle parle pas, elle dit rien. Et puis après, j'ai vu comment elle a mis ça. Et puis ensuite, je venais quitter Armédia en juin. Et en septembre, je vais au Zénith et je tombe sur elle. Et elle me dit, vous savez, Dominique, je vais me présenter, j'ai besoin que vous m'aidiez pour tout le pôle artistique et tout ça, je veux que vous m'aidiez. Et moi, je l'avais revue 2-3 fois quand elle était à la région à la région Poitou-Charentes, puisque j'allais là-bas au Festival de La Rochelle, au Francofolie. Et je me dis, mais elle est quand même assez rigolote, parce qu'elle peut être rigolote. Et donc, elle me dit, et je dis, mais moi, comme je suis socialiste, je vais voter pour vous. Et d'accord. Et puis, je me suis dit, quand même, moi qui me suis occupé d'actrice, tout ça, de l'accompagner, d'essayer de l'aider sans avoir un rôle, je me dis, moi, j'étais content. Puis, j'étais content que ce soit une femme qui soit candidate. Alors donc j'ai fait la campagne, mais par exemple tout ce qui s'est passé, vous savez, à Charletti, c'est moi qui ai tout organisé, tous les chanteurs et tout ça. J'arrêtais pas d'embêter. Tout le monde me disait, mais Monique Lang, c'est rien à côté de toi. Et Dieu sait si Monique Lang, elle était incroyable. Ils me disent, vous êtes pire que Monique Lang. Vous ne lâchez pas, vous ne lâchez pas. Et du reste, Monique Lang, quand je l'ai vue l'autre fois, elle m'a dit, on nous a souvent comparé. Ben, je dis oui. Et donc, donc j'ai vraiment. Et puis ensuite, après qu'elle ait été
battu, c'est là où j'ai senti la solitude. Elle était en fin de compte assez seule. Et c'est là qu'on est devenus amis. Enfin, je me suis considéré comme ami avec elle. Et puis, c'est elle qui a vraiment tout fait pour qu'on fasse le festival francophone d'Angoulême. Elle a été là, elle a aidé. Et puis, un jour, j'ai rien compris. Je ne l'ai jamais trahi, je n'ai pas voulu être dans la politique. Et un jour, elle a pété un câble parce que j'ai pas voulu aller à un rendez-vous, parce que dans un interview, j'avais dit, vous savez, il y avait portrait chinois, vous préférez Valls ou Montebourg, des trucs comme ça. Et j'ai dit, je préfère Valls, parce que Montebourg, j'avais vu pendant toute la campagne électorale et je l'avais trouvé infect. J'avais trouvé ce type vraiment imbu de lui-même. Honnêtement, j'ai pas du tout aimé ce type-là. Donc j'avais dit non, je préfère Valls. Non, c'était pas Valls, c'était Benoît. Comment il s'appelle, celui ah non, c'est pas Hamon. Non, pas Hamon. Ça va me revenir. C'était qui était prof un grand prof d'université, qui était dans son. Donc, et là, elle me convoque et j'avais pas suivi qu'elle essaie de se rapprocher donc de notre ami. Celui que je viens de dire là, que j'aime pas, j'ai un trou. Qui a été ministre de l'Éducation. Non, celui qui a voulu encore se présenter. Vous voyez, j'ai même oublié son nom. De Montebourg. Ah, d'accord. Elle a pas supporté que je dise ça sur Montebourg. Et elle était en train de se rapprocher de Montebourg. Donc, elle me convoque. Et moi, j'étais en plein festival d'Angoulême. Je dis, moi, je peux pas y aller. Hein. Ça peut attendre. Et là, elle l'a mal pris. Et à partir de là, elle a été odieuse. Et elle a même fait un article m'attaquant sur la Charente-Libre par rapport au festival, par rapport à cet article où il y avait... Et je ne l'ai jamais revu. Et moi, ce jour-là, je me suis dit, ça va, j'ai mon honneur. Après avoir fait tout ce que j'ai fait, elle est quand même fille, ce papier dans la Charente-Libre pour m'attaquer. Et franchement, là, j'ai jamais revu, jamais. Et en même temps, j'ai eu quelque chose pour elle. Je trouvais qu'elle avait un courage. Mais il y a un moment donné, c'est politique. Ils se rendent même pas compte comment les gens peuvent s'engager pour eux et les blessures qu'ils peuvent faire. Et en fin de compte, après, j'ai jamais revu. Et voilà. Dominique Et ça Besnard. s'est arrêté là. J'ai des convictions, mais ça s'est arrêté là. Plus jamais j'aiderai. Non, moi j'aime beaucoup Hollande et j'ai continué avec lui, mais bon, mais je ne veux plus soutenir qui que ce soit. Avez Besnard, il y aurait tant de questions à vous poser, mais ça va. Vous avez écrit récemment, publié avec une journaliste, un livre. Une grande journaliste, elle s'appelle Nejma Van Enmont. Qui est au fond l'histoire d'Art Média, si on peut le dire. Et le livre est passionnant, je l'ai lu. Vous diriez, à partir de votre expérience, que ce monde a beaucoup changé ou pas, je veux dire? Ah ben oui, ça a beaucoup changé. Agent, maintenant que vous êtes producteur... C'est-à-dire que je trouve que maintenant, ce que je disais à un moment donné dans l'interview, c'est que les gens ne se parlent plus. Les gens les mêlent. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un qu'on n'est pas content au téléphone ou même dans un café, tu te fous de ma gueule... Et je veux dire, quand on le dit comme ça, mais sur un mail, ça prend des proportions. Et les échanges de mails, les contrats, là, je me suis énervé. Les contrats, ça passe dans les juristes. Tous les juristes ont peur de leur propre ombre. Ils ne prennent aucun risque. Donc, ils parlent à leur supérieur. Leur supérieur parle au producteur. Ça prend un temps. Le nombre de mails avec moi, je peux pas. Donc là, j'avais un contrat. J'ai dit, écoutez, moi, je vais aller voir l'agent directement. On va le faire ensemble et on va pas faire les allers-retours parce que c'est insupportable. Eh bien, je peux vous dire, et quand on n'est pas d'accord, et on règle les trucs parce que en mail, ça prend beaucoup de temps. Il y a les mails, il y a la téléphonie. Voilà, les gens ne se parlent plus. Et moi, à l'époque, quand on s'engageait avec un producteur, j'en parlais l'autre fois avec Terzian, mon premier contrat comme agent, je l'ai fait avec lui.
Et ben, il m'a dit, il n'était pas d'accord. J'ai dit, mais c'est mon premier contrat. Alain, il faut que tu m'aides. Il faut que je puisse dire à Armédia que j'ai obtenu plus. Et il m'a dit, mais bien sûr, mon coco, on va demander plus parce que ça sera ton premier contrat et ça va nous porter chance. Mais vous mettez ça dans un mail, ça passe pas. Bien sûr. Vous avez eu des jugements pas durs, que je trouve lucides, par exemple, sur la cérémonie des Césars, Dominique Besnéard. Vous trouvez qu'elle s'est dégradée? Mais c'est absolument dégradé. Quand vous parliez tout à l'heure, Philippe, quand moi j'étais casting ou agent, j'allais au festival, aussi bien à Cannes qu'au César, et que j'y allais, mais en me disant je vais voir des légendes, je vais être touché par une déclaration de quelqu'un, je vais voir un acteur, par exemple. Tout le monde, Annie Girardon, vous m'avez tellement manqué. C'est des moments, vous voyez dans cette époque-là, les remises de Romy Schneider, ça avait du sens, il y avait du panache. Maintenant, mais c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai dit ce mot, c'est l'exception culturelle de la vulgarité, ce qu'on a vu. Et moi, alors, l'année précédente, moi, je suis désolé, j'aime beaucoup... Roman Polanski, j'ai fait 2 films avec lui. Je suis resté 1 an sur Les Pirates avec lui. Ce qui s'est passé à Hollywood à l'époque, moi j'y étais pas. Moi j'ai passé 1 an avec lui. Je pense qu'il a eu des choses certainement. Mais moi je l'ai vu avec ses enfants, avec comment elle s'appelle. C'est moi qui lui ai présenté Emmanuel Seigné, donc je connais bien le truc. Et que moi j'aime ce film, et qu'on me dit il faut pas voter pour lui. Mais attendez, faut pas aller chercher trop sur Hitchcock aussi, parce que quand on lit les souvenirs de Tippi Hedren, mais je dis c'est pas pour ça qu'il faut maltraiter. Écoutez, j'étais agent pendant 20 ans. Et 10 ans casting, j'ai vu 2-3 harcèlements sexuels, mais je peux vous dire, j'en ai très peu vu. Et on savait qui c'était. Mais maintenant tout devient un truc insupportable. Je veux dire, il y a un moment donné, on ne sait même pas si on peut encore, un homme peut envoyer des fleurs à un metteur en scène, à une actrice, ou peut monter dans un ascenseur avec elle. Ça devient quand même insupportable. Et je vais vous dire, il y a eu des prédateurs, mais tout n'est pas comme ça. Et là, maintenant, on va au CNC, on a une comment ça s'appelle, une commission. On nous explique comment on doit aborder les gens qui travaillent dans les bureaux. Comment. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là, quand même? Alors, je dis pas, je suis pas en train de dire qu'il faut pas condamner, mais des fois, il faut condamner, mais pas voir ça partout. Parce que, par exemple, Anouk Aimée, qui a quand même été une belle femme, un jour, c'est dommage que Jeanne Moreau ne soit plus là. Parce que si Jeanne Moreau était là, c'était une grande féministe. Elle a eu beaucoup d'hommes dans sa vie. Elle s'en cachait pas. Elle leur dirait, calmez-vous les filles. Hein. Calmez-vous, parce que moi je trouve que par moments, ça prend des proportions. Anouk Aimée, qui a quand même été une femme qui a été une des plus belles femmes du monde. Elle a été, vous parlez d'Ava Gardner, et elle a dit, il y a eu une fois ou deux, quelqu'un qui ont manqué de courtoisie, qui ont dépassé les bords. J'ai dit, calme-la. Et puis voilà. Mais maintenant, on a l'impression que c'est compliqué, parce que souvent, ces femmes qui ont une espèce de haine des hommes, c'est souvent des femmes qui n'aiment pas les hommes. Et voilà. Et donc, et je veux dire, moi, je trouve que Delphine Seyrig, qui était la féminité même, Delphine Seyrig, il y a un documentaire que j'ai vu sur elle, où elle a défendu la cause des femmes, mais elle n'a jamais dit qu'un homme sur 3 est un prédateur. Ça, franchement, c'est celle qui a inventé cette phrase-là. Elle m'a attaqué, du reste. Enfin, c'est calmé. Hein. Catherine Deneuve a eu du courage aussi sur ce plan-là. Non, oui, mais bien sûr. Mais moi, vous savez, à Angoulême, l'année dernière, il y a eu des fémènes, enfin, il y a eu je sais pas si c'est des fémènes, qui ont venu à un haut-parleur, qui m'ont attaqué parce que j'avais défendu Polanski. Et ce qui était beau, c'est que les gens d'Angoulême qui faisaient la file d'attente pas trop longtemps, parce que à cause des distanciations, ça, ils sont allés voir ces dames, dit calmez-vous là. Nous, on respecte beaucoup Dominique Besnéard. Donc voilà. Donc moi, je sais que
moi, j'aimerais dire qu'il y a eu beaucoup de producteurs, mais j'en ai peu vu. Moi, j'ai eu une histoire un jour qui m'a choqué. C'est un directeur de production sur un film où je m'occupais de faire avec lui comment il fallait payer les seconds rôles et tout ça. Je lui ai dit, tel, il faut le payer tant et tout. Et le type m'a dit, le directeur de production, il m'a dit, mais quand même, tu exagères, c'est beaucoup trop, j'espère qu'on la baise à ce prix-là. Je dis alors ça, mais pourtant j'étais un jeune casting. Je dis mais monsieur, vous vous rendez compte comment vous parlez d'une actrice? On ne sait pas la Troisième République, hein. On n'est plus du temps de la comédie française où toutes les actrices avaient étaient des demi-mondaines et avaient des protecteurs. Mais voilà, il y a honnêtement devant des assises, je dirais, vous savez ce que c'est, je dirais, il y a eu peu. J'ai eu peu d'exemples à mes yeux. Et il y a une fois, attendez, et j'ai viré le metteur en scène. Dominique Besnéard, j'ai l'impression, vous êtes un homme célèbre. Est-ce que cette célébrité s'est amplifiée depuis que vous êtes producteur, et notamment grâce à votre série formidable 10%? Oui, je crois que 10%, voilà, d'abord ça a été un beau succès, mais pas un succès comme Plus belle la pas, comment s'appelle, le Capitaine Marlowe. On a toujours fait autour de 5-6 millions, ce qui n'est pas non plus les 7-8 millions de Capitaine Marlowe. Mais je pense ce qui était bien, c'est que ce sont les jeunes qui ont regardé. Et souvent, on sait que la télévision, maintenant, ils les regardent à l'heure qu'ils veulent. Il y a énormément de replays. N'empêche que c'est vrai que maintenant, on a fait découvrir un métier. Du reste, il y a beaucoup de jeunes qui veulent me rencontrer parce qu'ils veulent être agents. Jamais avant, une jeune fille m'aurait appelé pour dire je veux être agent, comment on fait? Donc maintenant, c'est vrai qu'on sait ce que c'est que ce métier. Mais, parce qu'avant, c'était vraiment l'impresario des années 60 avec les yéyés, vous voyez. C'était ça, c'était Mémé Ibach ou Johnny Stark. Mais, donc en effet, ça m'a fait connaître. Mais surtout, moi, ça me plaît que cette série soit si bien écrite et que beaucoup de stars aient accepté. C'est pas gagné au début, hein. Et ensuite, voilà. Et maintenant, il y a un remake anglais qui est en train de se tourner en ce moment. Et puis, il va y avoir un remake chinois. Et il y a un remake en Turquie. Enfin, il y a tout d'un coup. Alors, on va clore cette série parce qu'on ne veut pas que ça devienne qu'on fasse la saison de trop. Et on va terminer par un unitaire qui se tournera à moitié aux États-Unis, à moitié en France. Au fond, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes heureux parce que vous avez réalisé tout ce que vous vouliez faire? Non, pas tout, mais en fin de compte, moi, je me lève le matin en me disant, j'ai une belle vie. Et en plus, il y a quelque chose aussi dont on peut parler, c'est le Festival francophone d'Angoulême, qui pour moi, c'est là où je suis vraiment je fais mon Macron, là, je vais dans la province et je mène du cinéma à la bonne parole. Et ça fait la 14e année. Cette année, c'est l'Algérie, le pays invité. L'année dernière, sans faire cocorico et sans être prétentieux, l'année dernière, on a été le seul festival à avoir lieu parce qu'on l'a fait, on est tombé dans les bonnes dates entre fin août et début septembre puisque le confinement n'était plus là. Donc on a pu le faire. Et cette année, on le refait, donc, bien sûr. Et donc, c'est du 24 au 29 août. Et voilà. Et donc, on fait l'Algérie comme pays invité. Nicole Garcia est présidente du jury. Et on a 14 films francophones. Non, on a 10 films francophones en compétition. Et on a 60 films en tout. Voilà. J'ai vu avec plaisir Dominique Besnéard, et j'allais l'oublier, que vous considériez que vous ne pouviez pas être acteur au début de votre vie, et que pourtant vous l'avez été à plusieurs reprises. Ben, j'étais dans l'illégalité, j'aurais pu passer au tribunal, mais non, parce que ce que je faisais, c'est que... Alors là... Jean-Louis Livy me disait, je veux pas le savoir, hein. Et donc, par contre, j'avais quand même la décence de pas toucher le salaire, et je donnais l'argent à Ensemble contre le sida de Lynn Renault et tout ça. Mais bon, j'ai quand même continué à tourner, alors que j'aurais pas dû. Dernière question, Dominique Besnéard, ça passe trop vite. Vous n'avez jamais fait mystère de votre vie intime. Ah non, aucun problème. Est-ce que
vous êtes heureux sur tous les plans aujourd'hui. Non, mais moi, j'ai jamais caché, mais en même temps, je ne suis pas du prosélytisme, hein. Moi, c'est ma vie. J'ai pu avoir des parents qui ont été quand même formidables, mais je ne suis pas du tout militant de ça. Chacun fait ce qu'il veut, et je n'ai pas envie d'aller avec des plumes sur la Gay Pride, hein. Franchement, c'est pas du tout mon truc. Voilà. Mais je trouve que, et j'ai pas en manque d'enfants. Voilà, je suis en fin de compte assez classique, hein, voilà, et donc je suis parrain de la fille de Nathalie Baye, ça me suffit bien, et parrain aussi de 2 autres enfants. Donc c'est bien d'être parrain, vous savez. En tout cas, c'est un bonheur de vous questionner. Merci, Merci Philippe, beaucoup. merci de m'avoir accueilli.